suis en compagnie de Gilles Boussingault et Elliot Maman, mes débatteurs de la deuxième heure. On revient évidemment sur cette triste nouvelle. On a appris par le parquet la mort de Quentin, ce jeune homme qui a été pris à partie, qui a été violemment agressé par des militants antifascistes alors qu'il assurait a priori, mais il y a encore des zones d'ombre. Il faut être prudent dans cette affaire parce que certaines versions sont contradictoires de la manière dont se sont déroulées les choses. Mais a priori, il assurait la sécurité du collectif Némésis en marge d'une mobilisation contre la venue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Alors face justement aux contradictions, notamment exprimées dans les médias, avec la gauche qui parle de rixes, eh bien la famille de Quentin souhaite dénoncer en conscience non seulement des violences volontaires aggravées, mais un meurtre visiblement commis en bande organisée, dit son avocat. Un guet-apens méthodiquement préparé semblerait bien avoir été tendu à Quentin par des individus organisés, entraînés, entre un large surnombre et armés, pour certains, le visage masqué, ayant effectué des repérages préalables et disposant a priori de complicité. Ces faits, s'ils sont confirmés par l'enquête, dit l'avocat, seraient donc éloignés du scénario d'une simple rixe qui aurait mal tourné, et ils constituent un crime et même un assassinat prémédité, manifestement. Gilles Boussingault, c'est vrai qu'on peut déplorer le manque, je dirais, d'émotion collective. Alors Emmanuel Macron ce soir appelle au calme, à la retenue et au respect, mais c'est vrai qu'on ne voit pas la une de tous les médias français sur cette affaire. Peu importe voilà, que ce jeune homme ait été un militant identitaire ou non, aujourd'hui il est mort, il n'est plus là. Non. Et ça a eu lieu lors manifestement d'une agression extrêmement violente. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le terme qu'emploient certains médias pour annoncer la chose. Ils parlent de militants nationalistes ou identitaires, comme si déjà le qualifier comme ça pouvait amoindrir un petit peu la gravité des faits. Mais également, moi, ce qui choque vraiment, c'est cette violence débridée, enragée, un déchaînement aveugle qui consiste à s'en prendre à une personne qui est à terre et à le frapper sans réfléchir. Et ça, ce sont des méthodes qu'emploie l'ultra-gauche, qui n'est jamais véritablement inquiétée pour cela. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas non plus dans l'extrême droite, évidemment, mais c'est devenu, cette violence, je trouve, le seul mode d'expression de ces bandes qui finalement n'ont pas d'idées à défendre, n'ont pas de projet véritablement dont ils veulent parler et qui seraient certainement incapables autour d'une table d'argumenter leurs idées. Voilà, je trouve ça extrêmement choquant. Alors, on parle dans l'entourage de ces antifas de la jeune garde de Raphaël Arnaud. Alors, on précise quand même que cette jeune garde, elle avait été dissoute par Bruno Retailleau. Je voudrais vous faire écouter justement cette séquence qui s'était déroulée à l'Assemblée nationale. C'était en mai 2025 entre Raphaël Arnaud, on précise que le député insoumis est fiché S, et Bruno Retailleau, donc sur la dissolution de la jeune garde. La dernière fois que j'ai interpellé le gouvernement, c'était au sujet d'une trentaine de fascistes qui agressaient au couteau un syndicaliste au cri de Paris est nazi. Monsieur Retailleau n'arrivait pas à condamner ces violences. Comble du sort, vous souhaitez justement dissoudre la jeune garde sous ordre direct du RN parce que nous avons osé repousser des attaques du même type. Et en plein génocide, vous annoncez la procédure de dissolution d'urgence Palestine. Évidemment, pour faire taire toutes les voix de la justice et de la paix, massacrer, effacer, détruire toute existence politique et humaine d'un peuple, ça s'appelle comment? J'ai commencé la procédure pour la jeune garde, la procédure pour urgence Palestine, la procédure aussi pour un groupe d'extrême droite, Lyon populaire. Ma main ne tremblera pas, pas question de laisser se banaliser la violence, parce que voyez, on ne lutte pas contre le fascisme avec des méthodes fascistes. Je m'opposerai de toutes mes forces à celles et ceux qui prêchent et qui légitiment le recours à la violence. Ça n'est pas la France et ça n'est pas notre République. Notre République est une République paisible et on doit pouvoir manifester tranquillement. Donc cette séquence, elle date de mai 2025. Je précise et je rappelle qu'il y a 2 jours, la France Insoumise diffusait un communiqué pour s'insurger de la dissolution de la jeune garde qui aujourd'hui est donc suspectée d'être impliquée dans les faits et déjà connue dans des faits de violence. Elliot Maman. Oui, et par ailleurs, la France Insoumise
France-Insoumise ne semble pas exactement savoir comment se positionner par rapport à la jeune garde, puisque dans un tweet de réaction, Rima Hassan, aujourd'hui ou hier, a précisé que la jeune garde ne faisait pas partie des forces qui assuraient habituellement sa sécurité, puisqu'elle indique ne se référer qu'aux forces de sécurité officielles de la France Insoumise. Donc on voit de toute évidence qu'il y a une espèce de clivage entre ceux à la France Insoumise qui estiment que la jeune garde est un acteur légitime malgré sa dissolution et ceux qui en réalité veulent s'en distancer. Et dernière précision, un article du Canard enchaîné qui date de 2024 a été remonté ensuite en réponse à Rima Hassan, parce qu'en réalité ce même article indiquait que en 2024 précisément, Rima Hassan faisait appel à la jeune garde pour assurer sa sécurité lors des déplacements. Donc il y a un certain nombre de contradictions qui néanmoins indiquent le fait que la France Insoumise sait qu'il y a quelque chose d'extrêmement problématique par rapport aux actions et à l'idéologie défendue par la jeune garde. Il y a un deuxième élément qui indique une forme de, peut-être pas de culpabilité, mais du moins de conscience de la gravité des choses, bien qu'elle incrimine par ailleurs le jeune militant qui a été tué, c'est que la France Insoumise parle généralement soit de rixe, soit d'affrontement. Ce qui insinue qu'il y avait des deux côtés une force qui était organisée, plus ou moins instituée, avec des ambitions tout de même peut-être pas nécessairement violentes, mais quoi qu'il en soit, avec une ambition de force qui était clairement affichée. Donc, Raphaël Arnaud qui réagit à l'instant. J'apprends ce décès avec horreur et dégoût. Ce que je redoute depuis des années à Lyon se perpétue. J'adresse mes condoléances à la famille de ce jeune homme et je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce drame. J'ai envie de dire qu'on comprend un petit peu leur fébrilité, hein, Gilles Boussingault, ce soir, comme l'a expliqué Elliot Maman à la France Insoumise, parce que c'est d'une gravité évidemment exceptionnelle. Cette violence d'extrême gauche a produit l'irréparable et il pourrait clairement y avoir un avant et un après. En effet. Et d'ailleurs, la réaction d'Éric Coquerel, le député, est assez symptomatique de cela. C'est qu'ils ne savent pas trop comment avancer sans se prendre les pieds. Et du coup, sa tactique est simple. C'est qu'il d'abord, il a affirmé que le service d'ordre de Rima Hassan on va l'écouter, Gilles Boussingault. Éric Coquerel. Ou peut-être que certains groupes ont considéré que la police n'agissait pas assez contre ces groupuscules identitaires. Là, j'ai vu qu'il y avait une étude de Rue 89 qui montrait que sur 102 actions violentes, je précise bien violentes de ces groupes, 70% étaient impunis. Et qu'on dû penser qu'il fallait même recourir quelque part à se défendre. Bon, c'était avant qu'on apprenne le décès du jeune Quentin, mais il n'empêche, Éric Coquerel, qui retourne d'une certaine manière la situation, Elliot Maman. Oui, c'est en effet ce à quoi on assiste de manière assez surprenante, mais également très idéologique sur la question. Et d'ailleurs, il y a quelque chose tout de même dont il faut prendre conscience. On a entendu tout de même des réactions généralement assez pacifiées de la part de la classe politique, ce qui est évidemment tout à fait nécessaire. La déclaration d'Emmanuel Macron par rapport à cet événement était intéressante. Je pense qu'elle était mesurée juste parce qu'il n'a à aucun moment cherché à mettre la faute sur le militant, bien que naturellement sur cette question-là, il y a encore beaucoup de flou parce que c'est l'une des rares fois... Il a été un petit peu moins neutre, si je peux me permettre, à la mort de Naël, qui est mort lors d'un refus d'obtempérer, il avait tout de suite plus ou moins pris parti, Emmanuel Macron. Bien sûr, et en effet, là, l'une des difficultés de l'enquête, que ce soit de nos réactions médiatiques ou de l'enquête qui va ensuite être ouverte, c'est que vraisemblablement, c'est l'un de ces rares affrontements où il n'y avait pas de caméra sur le moment, où il n'y avait aucun téléphone qui filmait. En tout cas, des images de cet affrontement n'ont pas été diffusées sur les réseaux sociaux, donc c'est aussi un peu difficile de savoir exactement dans quelles circonstances cela a eu lieu. Mais simplement, Emmanuel Macron a écrit « En République, on ne doit tuer au nom d'aucune idéologie ». Ce qui est évidemment une déclaration à laquelle tout le monde sur laquelle tout le monde peut s'accorder. Exactement. Il y a simplement tout de même une légère erreur d'interprétation à mon sens, c'est que là, le jeune Quentin n'a pas été agressé au nom d'une idéologie, mais en raison de la mécaractérisation de son idéologie. Parce qu'on a quand même une espèce d'inversement accusatoire où tout propos, toute conviction de droite est immédiatement qualifiée de fasciste, et naturellement au nom du fascisme... C'est ce qui apparaît à mon sens dans une grande majorité des médias aujourd'hui. C'est un petit peu diminuer la gravité des choses, Gilles Boussingault. Oui. Alors il y en a qui ont eu plus de courage que d'autres, David Lisnard, qui a réagi ce matin assez rapidement alors que le jeune homme était en état de mort cérébrale. Ces militants d'extrême gauche se disent antifa, mais ils sont totalement fascistes, car ils sont totalement sectaires et agissent en faisceau totalement violent jusqu'à
tuer ceux qui ne pensent pas comme eux. Il poursuit, la gauche qui se dit républicaine doit clairement et totalement aussi couper tout lien avec l'extrême gauche, dont LFI. Ça, c'est un sujet aussi, hein, ce lien qu'entretient quand même le Parti socialiste avec LFI, Gilles Boussingault. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je pense que ça leur pose problème pour certains, hein, ce lien entre l'extrême gauche ultra-violente et le Parti socialiste, qui au départ n'était absolument pas dans cette obédience-là. D'ailleurs, on voit régulièrement, on peut entendre les caciques du Parti socialiste qui n'ont jamais connu cette période-là au moment de leur activité politique. Et donc, ils ne savent pas trop comment s'en défaire aujourd'hui. Et d'ailleurs, on peut remarquer également une chose, c'est qu'au moment, dans cette journée où se sont déroulés les faits, avec l'avenue de Rima Hassan, l'université de Lyon 3 elle-même était l'objet d'une conférence sur la guerre. Conférence qui a été perturbée par des militants d'ultra-gauche. Sincèrement, appelons ça un meeting. Voilà. Rima Hassan, c'est une plaisanterie. Une conférence de Rima Hassan qu'on n'a jamais vue, calme et modérée. Elle ne parle déjà que de la Palestine 99% du temps. C'est ce qu'elle aurait certainement fait, c'est ce qu'elle a sans doute fait. Que fait Rima Hassan à Sciences Po? Ça, moi, j'ai envie de demander des comptes au ministre de l'Enseignement supérieur. Absolument. Et donc, pendant ce temps-là, si vous voulez, cette conférence qui avait lieu en même temps à l'université de Lyon 3 a été perturbée par des militants d'ultra-gauche, mais ils ne se sont pas fait attaquer pour autant par des nazis, des fascistes ou des... Voilà. C'est étrange. Fait bien de le souligner. D'ailleurs, la question du jour, hein, j'en profite au sujet de ces graves violences à Lyon. Faut-il interdire les meetings de Rima Hassan? Eh bien, vous êtes 98% à dire oui. Voilà, c'est sans appel. Et alors qu'on a appris, donc, je vous le rappelle, aux auditeurs, la mort du jeune Quentin, juste avant 19h. On poursuit nos débats dans quelques instants avec Gilles Boussingault et Elliot Maman. Toujours en compagnie de Gilles Boussingault et Elliot Maman. On en sait davantage, messieurs, sur le profil de l'assaillant qui a succombé hier à ses blessures touchées par les tirs d'un militaire après qu'il ait menacé des gendarmes sur l'Arc de Triomphe. Alors, le pédigré est quand même assez fabuleux. L'assaillant, donc français, se nomme Brahim Bahir. Il n'avait été libéré qu'il y a 1 mois et demi, donc en décembre dernier, après avoir été condamné en 2013 pour terrorisme en Belgique, où il avait poignardé 2 policiers. Il avait été condamné à 17 ans. Alors déjà, il ne les a pas fait, c'est la première chose. Et cet homme était quand même inscrit au fichier MICAS, qui l'obligeait à pointer tous les jours au commissariat. Résultat, il se retrouve sous l'Arc de Triomphe et il s'en prend à des forces de l'ordre. Vraiment un dysfonctionnement, comme l'indique Reja Belhadj, qui était ce matin l'invité d'Elliot Deval et pas Maman, qui est dans ce studio. L'individu devait pointer à 10h, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas le droit de quitter Aulnay. Mais si mes collègues des renseignements avaient l'info comme quoi à 10h il n'avait pas pointé, tout de suite, immédiatement, on aurait peut-être pu le géolocaliser avant. Il faut savoir que ces individus, quand ils sortent de prison, on sait qu'ils sont encore radicalisés, ils sont pris en charge dans le cadre du dispositif PERS, qui est un programme d'accueil individualisé et de réaffiliation sociale. C'est nous qui payons des impôts et qui payons ce dispositif-là. Dans ce cadre de ce dispositif-là, la majorité des individus sont radicalisés. C'est-à-dire que vous mettez, je sais pas moi, une 50aine d'individus qui sont radicalisés en lien tout le temps en fait. Et donc, comment voulez-vous les déradicaliser? Alors, ils font des sorties en musée, des sorties récréatives pour se réinsérer. Quand vous avez des outils que vous mettez à la disposition de ces individus et que vous voyez qu'ils ne fonctionnent pas, il faut revoir ce dispositif. Mais il a raison, Reda Belhadj. Ça sert à quoi, tous ces dispositifs? En plus, cet homme n'a effectivement pas fait ses 17 ans de prison. Que faire, Elliot Maman? Oui, absolument. D'abord, une première chose, au-delà de l'échec manifeste de nos politiques de déradicalisation à l'heure actuelle, c'est peut-être d'estimer que pour un certain nombre de crimes, notamment ceux qui se réfèrent au terrorisme, les remises de peine pour bonne conduite, comme elles existent, pourraient être écartées. Parce que ce qui frappe tout de même, c'est qu'il y a une décision de justice. D'ailleurs, au vu des faits qui lui étaient reprochés à l'origine, on peut même se demander dans quelle mesure 17 ans, ce n'était pas déjà un tout petit peu faible. Mais il y a une décision de justice qui ensuite n'a pas été véritablement appliquée parce qu'il a bénéficié de remise et de préférence du fait de sa bonne conduite au cours de son incarcération. Et ça, peut-être que, puisque l'on sait qu'en plus, les terroristes sont formés à bien se comporter à partir du moment où ils sont emprisonnés, prisons dans lesquelles bien souvent il y a également des sujets par rapport à la radicalisation d'un certain nombre de détenus, et donc ils ne vont pas nécessairement être forcés à ne plus
pratiquer leur foi, leur idéologie comme ils en avaient l'habitude, peut-être qu'il devrait y avoir une politique d'incarcération spécifique. C'est évidemment toute la question que l'on se pose régulièrement sur ce genre d'affaires. Mais il y en a déjà, hein, Vendin-le-Vieil, il y a un quartier pour le terrorisme, hein, et avec justement un programme de déradicalisation. Mais manifestement, c'est un échec, Gilles Boussingault. Oui, mais alors une question m'étonne justement, c'est qu'il avait été condamné à 17 ans de réclusion en Belgique. Il avait été transféré en 2015 en France. Absolument, oui, après 2 ans. Comment la France a pu écourter la peine sous preuve de bonne conduite d'une décision qui était de l'autorité belge? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Écoutez, j'ai pas du tout les détails ça me paraît fou, ça. On n'a pas l'information, mais enfin, ce qu'on voit, c'est parce qu'il n'avait pas été condamné par la justice française, mais par la justice belge. Donc, quand la justice française, qui l'accueille pour son incarcération, peut décider qu'il y a une libération anticipée pour bonne conduite. Écoutez, il y a une confusion de droit, là. Enfin, je comprends pas la situation. Oui, alors on nous dit que les prisons sont pleines. Peut-être que cela explique cela. Puis toujours l'application des peines. Hein, c'est un juge qui a dû en décider ainsi. J'imagine qu'il a peut-être mauvaise conscience ce soir. En tout cas, cet homme est mort, puisque fort heureusement pour le gendarme qui a été visé par cet assaillant, eh bien, un militaire a réagi et lui a tiré dessus. Et c'est donc que cet individu est décédé. Messieurs, je voulais vous faire réagir aussi à cette affaire Epstein qui semble passionner la France. Je ne sais pas si vous avez guetté la réaction de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, quand un journaliste lui demande pourquoi elle refuse une commission d'enquête parlementaire sur les fichiers Epstein. Elle est très agacée.